Bonjour à tous. Moi, je me présente. Je m'appelle Xavier Robert. Je travaille pour Précision Topos. On va voir un petit peu en quoi ça consiste. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste en BIM, donc je ne pourrais pas trop répondre à des questions pointues sur le BIM. Par contre, je travaille dans le milieu des scanners, entre autres. On s'occupe de mesures. Donc, il y a le petit sommaire qu'on va voir ensemble. Je pense qu'on en a pour, j'espère, un peu moins d'une heure. Donc, en fait, pour présenter notre structure, nous, on est un magasin de vente. On fait de la vente, de la location, on fait de la formation, on fait de l'entretien SAV sur les appareils qu'on distribue. Donc, ça concerne le monde de la topométrie et le monde du chantier et de la détection réseau. Donc, j'espère que ça parle à tout le monde, ces domaines-là. Donc, nous, on est installé à Saint-Paul depuis 1993. Personnellement, je suis à La Réunion depuis 2010. Je suis ingénieur support, donc je fais des démonstrations, je fais des formations, je fais le support technique. Donc, l'avantage du support technique en local par rapport à un support depuis la métropole, par exemple, ça tient principalement sur les horaires d'ouverture. On travaille toute la journée et pas seulement une demi-journée, comme le ferait un support de métropole. Enfin, demi-journée pour la Réunion, je veux dire. Donc, en termes de marque, nous, on distribue de la marque Leica, dont a parlé Lucas. On distribue la marque Radiodétection, les logiciels AutoCAD, Autodesk et Geomedia. Et également le logiciel Sogelink, c'est des logiciels sur tablette pour faire du relevé en temps réel sur tablette. Donc, en termes de scanner à laser 3D, on distribue et les matériels, donc le hardware, et ainsi que les logiciels. Donc, on a une solution complète pour travailler en acquisition scanner laser 3D. Donc, c'est de la marque Leica et on fait également de la location, alors pas de tout, on fait de la location sur deux types de matériel. Donc, le RTC 360, c'est le scanner qui est gris devant vous, là, gris et foncé, gris clair. Et on aperçoit un petit peu plus bas un autre modèle qu'on n'a pas en location, mais qu'on distribue. Et également, on peut louer ce genre de matériel. Ça, c'est un scanner dynamique qui s'appelle BLK2Go. Donc, c'est un scanner qu'on déplace dans l'espace à relever. Bon, également, on a une solution de calcul qui est disponible. On propose une station de travail équipée de logiciels. Donc, c'est une bonne station de travail assez puissante parce que pour manipuler la masse de données dont tu as parlé, Lucas, il faut de la puissance logicielle. L'ordinateur fait partie du lot. Donc, on loue aussi la station de travail pour pouvoir travailler efficacement et pas galérer avec son ordinateur perso qui n'avance pas pour traiter le nuage de points. Donc, pour faire un petit bilan des solutions matérielles qui sont proposées en scanner 3D, chez Leica, il y a la vieille gamme, enfin, je n'ai pas dit vieille dans la projection parce que c'est un peu insultant, c'est la gamme historique, on va dire. Donc, c'est des appareils qui sont quand même assez volumineux, c'est les anciens appareils, ils pèsent autour de 14 kg pièce. Donc, il faut être physique pour déplacer ce genre de matériel. Ils sont un petit peu lents quand même par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et moins pratique à utiliser. Par contre, ils sont très configurables. On peut configurer à peu près tout, la résolution, la zone de scan qu'on veut acquérir. C'est quand même un peu plus souple. Mais voilà, ça reste quand même lourd et lent par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on a des gammes qui s'appellent P30, P40, P50. C'est des scanners sur trépied, des scanners statiques posés. Et également, on a une gamme qui s'appelle Pegasus. Donc, ça, c'est du mobile mapping. C'est une solution qu'on peut mettre sur un véhicule ou sur un sac à dos. Et c'est un peu comme le BLK2Go. On se déplace dans la zone à relever et on acquiert les nuages de points. Donc, maintenant, les nouvelles gammes, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est des scanners beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides et dans des budgets qui sont un peu plus intéressants. Donc, on détaillera ces appareils-là. Donc, il y a deux nouveautés là, récemment chez Leica qui s'appellent BLK2Fly et BLK Arc, qui sont des scanners dynamiques autonomes. C'est-à-dire qu'on les programme et ils se débrouillent. On les verra en vidéo. Je ne les ai pas, ceux-là, je ne les ai pas amenés aujourd'hui. On ne les a pas en dispo à la Réunion en standard, on va dire.
Donc, en termes de logiciel, il y a une solution qui s'appelle Register 360. Donc, Cyclone Register 360, c'est un logiciel qui permet de faire l'import des nuages de points et le traitement. Donc, on verra en détail un peu plus tard. Il y a également un applicatif dédié à l'exploitation des nuages de points dans les logiciels existants en DAO, CAO, donc que ce soit AutoCAD, MicroStation, BricsCAD et d'autres. SolidWorks aussi pour ceux qui travaillent avec les logiciels de chez Dassault. Donc, il y a d'autres solutions, je n'ai pas prévu de vous les montrer aujourd'hui, mais on peut en parler. Donc, Cyclone 3DR, c'est un logiciel pour faire de la comparaison de position de nuages de points. Par exemple, si on veut ausculter un ouvrage et qu'on veut comparer deux situations, on peut le faire assez facilement. On a également dans ce logiciel Cyclone 3DR la modélisation complexe, donc avec des formes comme on peut en rencontrer en bâtiment, en génie civil. Et donc Cyclone Cloud, c'est une solution de partage de nuages de points pour les grosses structures qui ont besoin de partager des nuages pour du travail multiple. Donc typiquement, il y a 15 dessinateurs et il y a un fichier à traiter. Et donc le fichier, il va être partagé sur un réseau local entre tous les utilisateurs. Donc comme les volumes de données sont assez énormes, un simple partage de données sans assistance, ça serait beaucoup trop long. Les données sont pas rapidement acheminées et ça provoquerait des pertes de temps. Là, il y a besoin d'une solution d'optimisation des transports de data. C'est ce que fait Cyclone Cloud. Donc, le logiciel, en fait, il estime ce que vous avez besoin d'utiliser et il vous l'amène avant que vous ayez appelé la commande. C'est assez pratique. Donc, si on fait un petit point, Lucas a bien expliqué, mais je vais quand même rajouter un petit peu ma sauce sur l'utilisation d'un scanner 3D. Donc, en fait, la mesure, Lucas l'a expliqué tout à l'heure, on a un appareil comme celui-là. Je sais pas, on ne peut plus me voir, mais ce n'est pas très grave. En fait, on voit bien ce qui se passe mécaniquement. Hein. Il y a une rotation autour d'un axe vertical et il y a une rotation d'une tête de scanner sur un axe horizontal. On voit bien qu'on peut parcourir l'espace de cette façon-là. Donc, en fait, on va simplement mesurer un angle horizontal et on va mesurer un angle vertical. C'est les deux choses dont a parlé Lucas tout à l'heure. C'est avec ça qu'on fait la mesure d'angle. Et également, donc, on fait une mesure de distance. Donc, la mesure de distance, je ne vais pas trop détailler parce que c'est un peu pénible à comprendre. Mais en gros, en effet, on va lancer un signal laser, on va attendre sa réflexion et on calcule le double de la distance par le temps de vol de faisceau lumineux. Donc, on divise par 2 pour avoir bouge pas, je vais retourner là-bas. donc, voilà à peu près l'idée en pratique de la mesure. Après, pour bien comprendre, je ne sais pas si... Regardez ça. Du coup, je suis mal placé, mais en fait, voilà, ça c'est un schéma qui montre un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, ça montre un petit peu le principe d'une mesure. En fait, on a un plan ici qui est en vert, on va dire que c'est un zéro de la mesure, c'est un plan qui est fixé avec le trépied au sol, on va dire, qui détermine l'origine de la mesure. Et en fait, ce qu'on va mesurer comme angle, c'est la rotation du plan jaune là, qui est ici. Donc cet angle-là, ce plan-là, il va tourner. Et on mesure, donc on aperçoit en bas, si je zoome un petit peu, on aperçoit en bas le petit arc bleu là. Ça, c'est la mesure d'angle horizontal. C'est un angle dièdre entre deux plans. Hein. En maths, c'est assez facile à gérer. Et également, on va mesurer l'angle vertical. Donc l'angle vertical, c'est l'angle entre la... En fait, là, le scanner, c'est le point rouge. Et le point mesuré, c'est le point vert. Donc, on ne voit pas très bien. Voilà. Donc, en fait, l'angle vertical, c'est le... Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, j'ai du mal parce que j'ai un doublé. Ouais, c'est le petit arc bleu foncé. Donc, c'est un angle dans le plan vertical entre l'horizontale, on va dire, et la direction du point. Donc, voilà, ça c'est les deux angles qu'on mesure pour chaque point mesuré. Donc, tout à l'heure, on a parlé de mesurer des milliers de points pour des millions de points par seconde. À chaque mesure de points, l'appareil, il fait cette manip-là. Il mesure les deux angles. Plus la mesure de distance, donc il se fait par un temps de vol. Bon, ça, c'est plus quelques petites améliorations, on va en reparler. Donc voilà, ça, c'est le principe de la mesure des angles et des distances. Alors, il faut savoir que sur un scanner récent, on va dire un scanner qui a moins de 20 ans,
ça ne suffit pas pour traiter les données de manière optimale. Donc, le matériel va faire également ce qu'on appelle une mesure de la normale de la surface à l'endroit de la mesure. Donc, si par exemple, mon scanner est positionné et que je mesure un point sur le tableau, ben, il faut qu'il trouve la direction de la normale, donc la perpendiculaire au tableau. Donc, ça va se faire. Également, à chaque mesure, ça, c'est un petit peu plus chaud à comprendre, mais on va quand même essayer. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, en fait, ici, si on a le scanner qui est positionné sur le point rouge et qu'on mesure sur le panneau ici, qui est en jaune, je crois, en fait, on a un spot, laser qui a cette forme-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas. On a un spot laser, en fait, qui est un tube. Un laser, c'est un tube de lumière parfait. Et donc, on a un tube de lumière qui va venir frapper la surface. Et donc, forcément, comme on n'est pas en face, on n'est pas en perpendiculaire sur tous les points, il y en aura peut-être un par hasard, mais ce n'est pas la mesure standard. Donc, on va avoir une mesure avec un faisceau tubulaire qui est incliné. Donc, ça décrit l'intersection d'un cylindre et d'un plan, ça décrit, on va dire standard, ça décrit une ellipse. Donc, en fait, là, dans ce secteur de mesure, l'appareil il va découper en 4 le faisceau et il va mesurer chaque quart indépendamment. Donc, il y aura 4 mesures de distance qui vont être mesurées indépendamment. Donc, ça, pour le mettre en. Alors, ma souris, elle est où? Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est peut-être pas évident sur un petit tableau. Donc là, en fait, on a ces 4 quarts de faisceau laser qui sont mesurés indépendamment. Et donc, en calculant les écarts de distance sur ces 4 mesures de distance, on arrive à obtenir la normale de la surface. Donc, c'est mis en complément avec les mesures d'angle que fait l'appareil. Mais en gros, avec la combinaison des 4 quarts du faisceau laser qui sont mesurés individuellement, plus la mesure globale, on arrive à calculer la normale de chaque point. Donc ça, c'est important parce que les mises en position, les mises en géométrie des nuages de points, aujourd'hui, se font avec la normale. Donc, si on n'a pas la normale, on ne sait pas traiter simplement. J'espère que tout le monde a compris un peu ce que je voulais dire. J'ai un peu de mal parce que comme mon écran n'indique pas ce que je voulais. Bon, c'est pas très grave. On va revenir. Voilà, donc là, c'est les 3 premières parties, les 3 points que j'ai indiqués là, c'est les mesures d'angle, mesures de distance et calcul de la normale. Ça, c'est la base, donc ça, c'est ce que va faire la tête scanner. Et après, en plus de ça, il y a une prise de photo. Donc ça, c'est un autre appareil qui fait la prise de vue. Hein. C'est une caméra qui va être intégrée. En fait, il y en a même plusieurs caméras aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs caméras qui vont faire de la prise de vue géolocalisée. Ça veut dire quoi, géolocalisée? Ça ne veut pas dire qu'on la positionne sur le territoire de la Réunion. Ça veut dire qu'elles sont repérées les unes par rapport aux autres et par rapport au nuage de points. C'est les géolocaliser en local dans le nuage de points. Ça suffit pour, comme a dit Lucas, déterminer pour chaque point de scan mesuré quelle est la couleur du pixel de l'objet qu'on a mesuré. Donc, si on a mesuré un mur qui est bleu ciel ou le plafond qui est blanc ou le sol qui est gris foncé, ça, c'est une information de couleur qu'on veut associer au point qui est mesuré sur le nuage de points. C'est quoi le but? C'est d'avoir un nuage en final qui va être photoréaliste, ça veut dire qu'il va représenter la nature telle qu'on la voit nous avec nos yeux, et pas juste un nuage 3D sans couleur. Bonjour. Donc voilà, quand je dis géolocalisé, c'est bien ça, c'est bien à comprendre que c'est géolocalisé en local dans le nuage de points de l'acquisition qu'on est en train de faire. Donc les photos aujourd'hui, c'est de l'HDR. Donc les photos HDR, là, le gros avantage, c'est que vous avez une luminosité qui va être constante, même si les lumières sont variées. Par exemple, le scanner posé ici, il va scanner et photographier aussi bien le fond de la pièce qui est plutôt sombre que la partie des fenêtres qui est plutôt éclairée. Et donc, si l'HDR n'est pas en route, on a une lumière qui va être soit trop claire, soit trop foncée dans chaque prise de vue. Donc, ce n'est pas très pratique. Du coup, l'HDR vient dépanner ce problème de luminosité. Donc, voilà à peu près la technique qu'on met en œuvre pour travailler en acquisition de nuages de points avec prise de photo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a un débat. Oui. Pourquoi la normale est absolument essentielle pour la précision du nuage? Alors, je vais revenir.
Je vais expliquer ça plus tard. Ouais. C'est là que je vais en parler ici. En fait, la normale, elle est bien pratique pour faire ce qu'on appelle les assemblages. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque scan qu'on va faire va être indépendant, va être isolé. Donc, on n'a pas la position d'un scan par rapport à l'autre. Ça n'existe pas tout de suite. On va en parler plus tard. On a presque trouvé la solution, mais on va dire sur un scan comme celui-là, qui est un scan statique, on va le positionner ici pour scanner la pièce. Et il faudra le mettre forcément en dehors de la pièce pour scanner le couloir. Donc, on va le déplacer. Donc, on va faire une deuxième acquisition à l'extérieur. On en fera une troisième un peu plus loin. Donc, on va faire plusieurs acquisitions de nuages de points et de photos successives. Et donc, l'idée, ce qu'on appelle l'assemblage ici, c'est de mettre en commun la géométrie de ces scans successifs pour que ça fasse un nuage de points qui est homogène. Parce que sinon, je ramène des nuages de points au tank de station et j'en fais quoi? Je ne peux pas mesurer la distance par rapport, par exemple, entre cette porte et la porte de l'autre côté de la cour, alors que ça m'intéresse dans mon schéma théorique d'acquisition d'informations, par exemple. Donc voilà, ça, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle les assemblages, c'est-à-dire la mise en commun de la géométrie de tous ces scans indépendants. Donc ça, il faut. Donc en fait, pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est que de scans indépendants, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était ça, en fait. Donc là, typiquement, voilà, là j'ai fait, j'ai simulé 2 scans. On verra tout à l'heure ce que c'est. Enfin, c'est un couloir qui fait un zigzag. Donc, dans un hôpital ou dans une cité, on a un couloir qui fait un zigzag. Et donc, on a fait 2 scans pour acquérir ce zigzag. Et ben là, en sortie de scan brut, on va dire sans assemblage, voilà ce qu'on a. On a en bleu une partie, en violet une autre partie. Et maintenant, il faut mettre en commun. Donc, c'est là qu'on peut le faire sans les normales, mais on verra qu'on peut le faire aussi avec les normales. Donc voilà en gros la technique d'assemblage. Pourquoi il faut faire un assemblage, c'est assez important de le comprendre. Et donc sachant qu'aujourd'hui, en gros, si on explique un petit peu les choses dans le détail, j'essaierai de vous montrer une démo tout à l'heure, on fait l'assemblage sur le terrain, on fait un pré-assemblage sur le terrain. Comme ça permet de vérifier qu'on a assez d'informations, qu'on a positionné les scans à des endroits suffisamment compatibles pour que l'assemblage se fasse. Si ce n'est pas le cas, on va refaire un nouveau scan. C'est le principe. On quitte le terrain en étant sûr que le travail il est accompli. Donc alors, pour expliquer un petit peu l'idée des technologies d'assemblage, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à une dizaine d'années, en fait, on faisait les assemblages par des méthodes cibles. Donc ça, c'était la méthode ancienne, on va dire. On traite encore aujourd'hui quand on veut de la précision, parce que c'est quand même un peu plus précis. Enfin, en principe, si on fait des bons scans avec les bonnes résolutions, on arrive quand même à être très, très précis par méthode nuage-nuage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'assemblage standard, on va dire, qu'on va faire en travail standard, ça va être un assemblage par méthode nuage-nuage. C'est-à-dire qu'on va faire correspondre les deux nuages entre eux. Donc là, on commence à comprendre que si je veux faire correspondre 2 nuages, il faut des parties communes aux 2 nuages. C'est-à-dire, si je scanne la pièce ici et je scanne là-bas à l'autre côté de l'escalier, je n'ai pas de partie commune, je ne pourrais pas assembler par des méthodes nuage-nuage. Peut-être que je pourrais assembler par cible, mais pas par méthode nuage-nuage. En fait, on sent bien que la méthode d'assemblage nuage-nuage, en fait, on commence à se rapprocher de la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on va prendre en commun. En photogrammétrie, en fait, on prend des éléments de terrain ou d'objets en commun sur des photos successives. En scan, on va dire aujourd'hui, avec les scanners tels que vous avez aujourd'hui sous les yeux, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire des scans suffisamment proches pour qu'on ait des parties en commun pour faire un assemblage nuage-nuage. Et le gros avantage de l'assemblage par méthode nuage-nuage, c'est qu'on n'a pas à gérer les cibles. Donc, pas de mise en place des cibles, pas de définition des coordonnées des cibles, pas de pointer des cibles avec le scanner. Enfin, voilà, c'est des opérations qu'on a à faire au moins. Donc, voilà la différence. Alors, pourquoi on a besoin des normales, pour répondre à la question, pour faire l'assemblage par méthode nuage-nuage? C'est qu'en fait, le logiciel, lui, il ne sait pas reconnaître les formes, il ne sait pas reconnaître que tous les points successifs sont des surfaces. Enfin, il pourrait le faire, ce logiciel, mais ça serait lui demander des choses qu'il n'a pas besoin de faire. En fait, on peut faire un assemblage par méthode nuage-nuage sans passer par une définition de surface, par exemple des modélisations de surface. On peut le faire juste en utilisant les coordonnées et la normale de tous les points qu'on a mesurés. Donc, c'est un traitement qui se fait sur multi-points.
Et c'est pour ça qu'on ne le faisait pas il y a 10 ans, parce que les ordi n'étaient pas assez puissants pour calculer sur 5 millions de points les positions des normales et les positions relatives et déterminer les normales les unes par rapport aux autres. C'était beaucoup trop complexe à faire avec des ordinateurs de l'époque, donc on ne le faisait pas. Du coup, on faisait de la cible, parce que la cible, on a deux cibles. On a 2 ou 3 cibles sur le chantier qui sont communes à 2 scans. Et c'est bon, on a un calcul à faire sur 2 ou 3 points. 2 points quand on a une verticale, 3 points quand on n'a pas de verticale. Et bah, c'est des maths simples, hein. C'est une translation, rotation, ou c'est 3 rotations si on est en 3D. Enfin, c'est des formules mathématiques qu'on appelle transformation d'Alner en topo ou qu'on appelle similitude. Enfin, il y a pas mal de possibilités mathématiques, mais qui sont simples. En fait, ça se calcule avec un tableur Excel, on va dire. Alors que la méthode nuage-nuage, elle, elle nécessite de traiter tous les points et de les comparer les uns aux autres et de faire des essais, de trouver on va dire une solution qui va converger ou qui ne va pas converger. Si ça ne converge pas, on arrête. Bon, c'est du calcul itératif. Donc, voilà, si on ne converge pas, ça va s'arrêter. Des fois, ça va converger et manque de chance, ce n'est pas la bonne solution. Si je reviens sur l'exemple que je vous ai montré là, si on fait bêtement, on met plus ou moins au même endroit le point bleu et le point violet, en fait, on va avoir 2 nuages de points qui battent, alors qu'en fait, c'est l'autre côté du virage. Donc voilà, ça c'est un petit peu le souci de l'assemblage par méthode nuage-nuage, c'est qu'on n'est pas sûr à tous les coups que ça va marcher. Il faut que la solution soit convergente, et donc des fois, il faut un peu aider le logiciel. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que sur la partie acquisition de terrain, on va aider le logiciel qui fait le préassemblage pour qu'il trouve la bonne solution. Donc on verra comment on va l'aider, mais en tout cas, on va essayer de positionner les scans les uns par rapport aux autres quand même. C'est un petit peu comme ça qu'on va réussir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais donc alors, qu'est-ce qu'on a comme progrès depuis le scanner statique, donc le scanner qu'on va poser à différents endroits pour scanner l'objet, scanner l'espace. Maintenant, la solution pour améliorer, c'est ce qu'on appelle un scanner dynamique. Ça veut dire que le scanner, on le met en enregistrement et on le déplace dans toute la zone. Un peu comme pour enregistrer un son, on appuie sur le micro, on appuie sur le bouton pour démarrer le micro et on ne le déplace pas, mais on attend que le bonhomme en face ou la dame elle raconte et on enregistre sur un temps qui n'est pas instantané. Donc voilà, donc la prise de scan en dynamique, c'est ça, c'est on enregistre et on se déplace dans la zone. Donc on ne va plus faire un scan, on va faire ce qu'on appelle un walk, donc une marche. Hein. On appelle ça un walk, c'est un terme anglais. Et donc en fait, oui, on se déplace vraiment dans la zone à scanner. On peut aller dans la pièce ici, sortir dehors. Ah, j'essaierai de vous faire une démo tout à l'heure si on a le temps. Donc voilà, c'est la différence, c'est ça. Donc comment ça va se passer en pratique? Eh ben, le matériel, il va faire plusieurs scans à la suite. Donc il va enchaîner les scans automatiquement, c'est-à-dire que c'est lui qui déclenche le scan et il fait l'acquisition d'une série de points. Et là, en fait, c'est un système qui va être quasi instantané, c'est-à-dire qu'il va acquérir instantanément tous les points. Donc, ce n'est pas un balayage aussi simple qu'on a vu tout à l'heure quand je vous ai montré les rotations. Là, ça va être une acquisition qui va être quasi instantanée d'un certain nombre de points dans le site. Et donc ça, c'est enregistré, donc même chose. On a l'angle vertical, l'angle horizontal et la distance calculée par temps de vol. Et bien sûr aussi la normale. Donc, il se débrouille quand même pour faire tout ça, le scanner dynamique. Donc ça, c'est voilà. Donc une fois qu'on a fait cette acquisition en automatique, ben, le système, il va le traiter. Donc là, en l'occurrence, dans tous les scans dynamiques qui sont distribués par les cas, c'est traité en temps réel. C'est-à-dire qu'on va traiter sur le terrain l'assemblage des scans successifs. Donc ça se fait automatiquement. Et en gros, si ça ne marche pas, par exemple, s'il y a un problème de convergence qui n'aboutit pas, il faut le voir sur le terrain, il faut avoir un moyen de le voir sur le terrain, sinon ce qu'on fait, ce n'est pas intéressant géométriquement. Donc voilà, donc ça c'est la théorie. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit on va essayer d'améliorer la situation pour converger dans le calcul d'assemblage en ayant une position relative des scans les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est le boulot que va faire la centrale à inertie. Donc en fait, tous les scanners dynamiques qui sont distribués sont équipés d'une centrale à inertie qui va faire en fait le calcul de la position 2 par rapport à la position 1. C'est du relatif, encore une fois, mais ça va se faire en temps réel. Donc dès qu'on bouge le matériel, voilà un scanner dynamique,
Donc, dès que je bouge le matériel, la centrale à inertie, elle va enregistrer le déplacement entre, donc j'appelle ça un déplacement unitaire entre deux positions de scan. Et donc, du coup, comme on a le déplacement entre les deux positions de scan, ça donne des aides pour positionner un scan par rapport à l'autre. En fait, on a pratiquement la position d'un scan par rapport à l'autre. Bon, à la précision de la centrale à inertie près, mais c'est quand même une bonne information. Donc voilà en gros l'idée d'un scanner dynamique. Donc là, je vous ai sorti un terme un peu pour faire peur. C'est le terme de SLAM, donc Simultaneous Localization and Mapping. C'est la technologie utilisée pour assembler les nuages de points voisins. En fait, il n'y a pas que la position, il y a aussi la comparaison des coordonnées et des normales des points. Donc c'est l'assemblage nuage-nuage. Plus des techniques également, on verra un peu plus tard avec le scanner que je vous ai amené ici, le BL4. Donc voilà en gros la technique du scanner dynamique qui est un petit peu la nouveauté qui arrive depuis quelques années et qui arrive avec des prix un peu plus abordables. Je pourrais vous parler de prix tout à l'heure. Lucas, bon, c'est vrai que c'est des budgets, c'est pas un appareil photo. C'est clairement plus évolué que ça. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie scanner dynamique? J'avoue que c'est un peu... La centrale à inertie, c'est des gyroscopes et des accéléromètres, c'est autre chose? Non, alors je n'ai pas le détail du contenu, mais oui, basiquement, on enregistre 3 rotations et 3 accélérations, et on calcule des composants par rapport à ça. Oui. Mais ouais, sauf que, en fait, les centrales, c'est un bloc qui ne se démonte pas, en fait. Hein. Il n'y a pas de remplacement de la composante Y ou de la rotation lacée. On change tout. Enfin, s'il y a un problème de matériel est tombé, il faut changer la centrale, on change un bloc complet. Hein. Ce n'est pas détaillé. La précision entre les deux, c'est quoi? Alors, ouais, c'est une bonne question. La précision, elle est clairement meilleure sur un scanner statique que sur un scanner dynamique. Donc, après, le but de la manœuvre sur les scanners comme celui-là, c'est de mesurer du bâtiment. Donc, on a des précisions qui sont inférieures au centimètre partout, c'est-à-dire sur un bâtiment qu'on va scanner, même une longueur de bâtiment comme ça, si on met un peu les moyens, on est en dessous du centimètre pour les positions relatives de tous les points. Donc ça, c'est une valeur que je donne. Après, tout dépend de la pratique de l'utilisateur. Est-ce qu'il va aller un peu trop vite ou est-ce qu'il va aller trop lentement? Enfin, cette histoire de vitesse d'acquisition, c'est ce qui fait la résolution du nuage de points. On a vu tout à l'heure, Lucas en a parlé, que les résolutions, on peut les choisir. Alors, on peut les choisir sur un scanner statique, c'est-à-dire qu'on va le programmer pour la résolution qu'on veut, plus ou moins. Par contre, un scanner dynamique, on ne peut pas le programmer pour une acquisition, parce que lui, comme on le déplace, il ne peut pas calculer la résolution comme ça. Du coup, si on va lentement, on a une résolution qui s'améliore, et si on accélère, la résolution diminue. Donc, typiquement, si j'ai une grande façade toute plate qui peut marcher, normalement, si je commence à vouloir scanner des choses compliquées, la cage d'escalier, les meubles qui sont dehors, le petit bistrot, pas bistrot, la cantine, voilà, on a besoin de détails. Là, on va ralentir un peu pour prendre son temps et avoir une meilleure résolution. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on acquiert par l'expérience. On ne va pas sortir sur le terrain et on sait ce qu'on fait tout de suite. Contrairement à un scan statique où on peut programmer tout et le truc fait ce qu'on a demandé. C'est un petit peu... L'acquisition de scan dynamique, c'est un petit peu plus lié à l'expérience d'utilisateur. Il y a besoin d'une ou deux journées pour bien capter le fonctionnement. D'autres questions? Oui. On a des brasseurs d'air au plafond, là, comment... Pardon? On a des brasseurs d'air qui fonctionnent en mouvement. Ouais. Comment ça va être pris en compte par... il va y avoir une acquisition à un instant T de la position du brasseur d'air. Donc, on ne pourra pas le reconstituer en 3D, le brasseur d'air, c'est clair. C'est comme un piéton qui se promène dans le scan. On va le scanner juste sur une scan statique, on aura une ligne verticale avec la position, la tranche du piéton, et c'est tout. Ce genre de choses, ça n'a pas une importance capitale, on va dire. Il n'y a pas masqué des informations. Alors si la personne se déplace, non, ce n'est pas gênant. Ou un véhicule, hein, on peut très bien scanner un ouvrage d'art sur une autoroute avec des véhicules qui passent, ce n'est pas gênant. Par contre, si on veut rendre un résultat avec que des points significatifs, c'est-à-dire pas des points erronés, il faut nettoyer le nuage de points, c'est-à-dire qu'il faut enlever les points qui sont saisis comme ça par exemple. Notre solution pour les brasseurs, c'est d'arrêter les brasseurs d'air et on scanne. Voilà. Et on les applique.
J'ai une question. Quand un laser est réfléchi sur une surface vitrée, Oui. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du nuage de fond? Eh ben, il se passe que tu as le double de la pièce de l'autre côté du mur. En fait. Donc, si par exemple j'ai un miroir qui est posé ici, donc ça c'est typique quand on est dans une salle de bain, hein. J'ai un miroir qui est posé ici, que je scanne la pièce, et ben, dès que le scanner va taper dans le miroir, il va réfléchir le mur de là-bas, sauf que dans la matrice, il n'y aura pas de réflexion, le nuage de point il va me montrer comme s'il n'y avait pas de miroir, en fait, comme si ça traversait le mur. En fait. Donc en fait, j'ai un double symétrique de la pièce à côté du miroir. Donc alors, c'est vrai que quand vous scannez une salle de danse, si ça arrive à un client, faites concentrer pour le traitement, hein, parce que vous avez le double exact de la pièce en symétrie, donc il faut savoir qu'elle est la bonne. Donc là, il faut salle de danse, méfiance, comme dit le proverbe. Sur le scan dynamique, comme ça, il y a aussi les appareils photo ou pas? Oui, oui, je vais vous en parler en fait. Donc, je vais faire un petit descriptif plus détaillé de ce scanner. Donc, je vais vous présenter en fait 3 scanners en vrai, puisqu'on les a ici. Le BLK 360, c'est ce modèle-là. Je vais mettre debout comme ça. Ah, ça va être gêné, je vais le mettre ici. Donc, c'est un scanner qui est très léger, il fait 1 kg. Il est assez rapide, hein, parce qu'on va trouver 360 000 images, 360 000 points par seconde en acquisition standard. Et donc, c'est un scanner statique qui est dédié au bâtiment. C'est-à-dire que principalement, on va dire, ces caractéristiques techniques, elles sont dédiées au relevé de bâtiment. Si vous avez des besoins en génie civil, en industrie, ce n'est pas trop son domaine. En fait. Donc, oui, donc il est équipé de caméras pour faire de l'imagerie. Il est équipé, donc il y a 3 caméras hein, pour photographier. Et il y a une caméra thermique, enfin une acquisition thermique pour faire des diagnostics thermiques. Alors, avec ce scanner, comme avec tous les scans 3D récents, donc on scanne ce qu'on appelle des DOM complets. Donc, un DOM complet, on ne choisit pas le secteur qu'on veut scanner. C'est ça un DOM complet. On scanne tout l'environnement à 360 degrés en horizontal et à 300 degrés en vertical. On n'a pas le choix de la zone à scanner. Donc, contrairement aux anciens scanners que je me moquais tout à l'heure, la série, la gamme P de Leica, là, vous allez pouvoir scanner, par exemple, que le pont ou que le pilier ou que l'ouvrage. Voilà, on peut définir une zone à scanner et ça va rester là-dedans. Donc voilà pour la partie d'homme complet. Et pour parler en fait du temps d'acquisition, vous voyez qu'on est sur des temps très courts. Hein, si on compare avec des anciens scanners où on avait des temps d'acquisition qui se chiffraient en minutes, voire en dizaines de minutes sur un scan standard. Là, on est sur des temps de scan qui sont de 1 minute 40 secondes sur les photos non HDR. Attention, on n'a pas forcément la bonne lumière. Ça correspond à des zones où la lumière est à peu près standard, à peu près homogène. Et si vous travaillez dans des secteurs où la lumière est variée, comme cette pièce-là, par exemple, on a intérêt à la mesurer en HDR. Donc l'acquisition, ça va être 3 minutes 10 secondes pour une acquisition de scan complet. Donc tout à l'heure, quand je disais on fait des scans successifs et s'il en manque un, si on trouve que l'assemblage terrain, on a trouvé qu'il manquait un scan pour que ce soit correct, vous voyez, ça ne vous engage pas sur quelque chose de très conséquent, ça vous engage sur 1 minute 40 ou 3 minutes 10 de plus pour scanner une nouvelle position. Donc en termes de réflexion de terrain, on n'est pas en train de se poser les questions, sur un scan d'un quart d'heure, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je fais ma pause déjeuner? Vous faites votre scan, ça coûte au pire 3 minutes, c'est vite fait, quoi. Alors les résolutions, elles sont paramétrables, mais pas à volonté. Ça veut dire qu'il y a 3 résolutions possibles et on n'a pas le choix d'autres résolutions. Donc c'est des résolutions qu'on appelle homogènes, horizontales, verticales. On ne peut pas choisir une résolution différente, horizontale, verticale. Donc là, une résolution, pour compléter ce qu'a dit Lucas tout à l'heure, une résolution, c'est un angle de mesure entre horizontal ou vertical, peu importe, entre 2 points successifs. Donc, comme un angle, ce n'est pas très parlant pour une personne, on va dire, on donne la résolution par une distance entre 2 points à 10 mètres du scan. Donc, c'est-à-dire que si je mets ce scan-là à 10 mètres d'une surface, je pourrais avoir 2 points successifs distants de 5 mm, ou alors 10, ou alors 20 mm. On aura ces 3 possibilités-là. Donc, bien sûr, c'est quand on scanne à 10 mètres du scan. Si je scanne plus près ou si je scanne plus loin, c'est une règle de 3. Hein. Si je scanne avec la résolution de 10 mm à 10 mètres et que je scanne à 20 mètres d'un objet,
je serai à 20 mm. Et pareil, si je suis à 5 mètres, je serai à 5 mm. Donc, le calcul, il sait paraître de 3. Voilà. Donc ça, quand on voit les résolutions comme ça, résolution 5, 10 et 20 mm, on a un petit peu l'habitude de son téléphone. D'ailleurs, que je n'ai pas coupé le son, je vais le couper. On a l'habitude de son téléphone où on prend des photos et on a mis la résolution au taquet parce que de toute façon, on a 256 Go de mémoire dans le téléphone et on peut prendre plein de photos pendant toute sa vie. Attention aux soirées, mais en gros, toute sa vie, on prend des photos sans être gêné par le volume. Donc là, on scanne, ce n'est pas la même mayonnaise. Parce que si on prend de la haute résolution tout le temps, parce qu'on se dit c'est bon, comme ça, j'aurai tout, on aura des volumes de données qui vont être assez exorbitants et on est vite calmé par les temps de traitement derrière. Donc, même avec une machine puissante, il y a des choses qui ne sont pas compressibles dans le traitement en termes de temps. Et ça, si on a scanné tout en haute résolution, on le paye. Alors, en général, les débutants, ils font ça la première fois. Moi, je leur dis toujours, faites pas ça, mais il y en a qui veulent un peu challenger le truc, donc ils le font. Puis très vite, on se rend compte qu'il vaut mieux faire l'inverse, petite résolution. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin de scanner en moyenne et au pire en grande. C'est plutôt le standard, ça va être la basse résolution pour des questions de rapidité de traitement et des questions de vitesse et de volume de données. Donc, sur cet appareil-là, le stockage est fait sur une mémoire interne et on va le piloter avec une tablette. Donc là, j'ai mis un iPad, on peut piloter avec un Android. Mais il faut de la puissance quand même. C'est pour ça que quand on parle de tablette Apple, en général, le prix est là, mais la puissance et la performance aussi. Si on prend une tablette Samsung à 70 de base à 300 €, vous allez avoir des problèmes. Le budget en Samsung, ça va être le même. Xiaomi, je n'ai rien pour. Je n'ai pas d'accès à Samsung. Xiaomi ou n'importe quelle, ou Acer, n'importe quelle tablette, il faut une puissance que vous aurez avec le même budget plus ou moins qu'un iPad. Donc, une question sur la résolution. Parce qu'on dit que c'est 20 mm, 20 mm pour un point. oui. Si après on mesure une distance entre deux points, la tolérance est 40 mm. 20 mm, ce n'est pas la précision. Oui, c'est la résolution. C'est comme si on prend une photo et qu'on regarde la résolution de la photo, c'est quand vous allez zoomer, vous voyez. Voilà. Après, on a les photos, on va mesurer par exemple la taille de la porte d'une fenêtre. Voilà. La distance entre les deux points, c'est quoi la précision si on est à 10 mètres? Je comprends. C'est ça, je dirais, si je prends une mesure ou implanter, je ne sais pas, un élément assez précis de charpente ou autre. Tout à fait. Entre deux points, c'est quoi la précision? Excusez-moi, je comprends votre question seulement maintenant. En fait, l'idée, c'est la suivante. C'est est-ce que je prends une résolution maxi parce que j'ai besoin de tout le détail, j'ai besoin de tous les angles de ma pièce ou de ma fenêtre ou de ma porte et je mets la résolution au taquet? Ou alors, je vais faire un nuage de points avec une résolution qui va être moins forte. Par contre, je vais pouvoir calculer en post-traitement, on va dire, chacune des surfaces de ma pièce. Par exemple, ici, le mur du fond, les murs de côté. Les murs de côté, je vois bien que je les aurai plus facilement en dessous des fenêtres parce que sinon, je vais être gêné par les fenêtres. La porte, j'aurai au-dessus de la porte. Enfin, voilà. Après, on va traiter le nuage de points avec la bonne coupe, on va dire, qui va me permettre de traiter ce que je veux. Mais si je fais ça, si je n'ai pas en effet exactement le coin de ma pièce ou l'angle de mon chambranle de porte, ce n'est pas grave. En le reconstituant en post-traitement, par exemple dans Revit ou dans AutoCAD, j'aurai en fait, en modélisant en fait ma pièce, je pourrais récupérer ma précision comme ça. Donc ça, c'est une réponse. L'autre réponse, c'est que quand on scanne avec un scanner statique et avec une méthode d'assemblage par méthode nuage-nuage, on ne scanne pas une seule position. En général, on acquiert le site. Pour chaque point, on a 2 positions de scan. En général, des fois, ce n'est pas le cas, mais la plupart du temps, on a 2 positions de scan successives pour le même point du nuage. Donc, du coup, la résolution, on va la doubler comme ça. Ça ne serait pas de bol que, positions étant différentes en plus, quand on mesure les mêmes points sur les 2 scans. Ce serait vraiment pas tout. Donc, statistiquement, on voit bien qu'on va tomber sur à peu près la moitié. Et donc, globalement, comme on acquiert 2, voire 3 scans pour chaque point scanné, on multiplie en fait la densité, enfin, on augmente la densité des points, non pas par la résolution, mais par le fait qu'on scanne plusieurs fois la zone. Du coup, on améliore aussi comme ça. Donc, on améliore la connaissance de sa surface. Mais en effet, pour avoir exactement l'angle, par exemple, le coin de la bas de ma pièce,
ben, je ne l'aurai pas. Enfin, sauf coup de chance, j'ai une mesure de scan qui va tomber pile sur le coin. Et ça, c'est de l'espoir. En science, on n'aime pas trop l'espoir, on aime bien les certitudes. Et du coup, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser le mur du fond, le mur de côté, et on aura l'intersection, donc on aura l'arête comme ça. Donc en effet, si on traite le nuage de points pour mesurer les distances, on est moins précis que si on traite l'interprétation du nuage de points qu'on traite le logiciel plus tard. J'espère que c'est clair pour vous, mais voilà. Le nuage de points, ce n'est pas la meilleure source possible pour faire de la mesure de distance. Faire de la mesure de surface, c'est moins embêtant. Mais toute la mesure de distance précise, en effet. Après, si vous faites de la précision max, si vous êtes au millimètre près, bah, faut mettre la résolution. Même si ça coûte du poids et du temps. Voilà. Après, c'était pour avoir l'ordre de grandeur. Voilà, à partir du scan, si je mesure une distance entre deux points, ouais. C'est quoi la précision? Ouais. Je n'ai pas dit que j'en voulais, mais c'est juste pour savoir, voilà, si je prends une mesure, voilà, c'est l'ordre d'un millimètre ou 40 millimètres. Voilà, ouais, après, voilà, si vous faites qu'un seul scan de la pièce avec une précision la moins bonne et que vous cherchez deux fois meilleur en précision que la résolution, non, il faut mettre la résolution un peu plus petite et voir clairement faire 2 scans, 3 scans si vous cherchez le. En fait, en termes de précision sur des scans, sur le modèle que je vous présente maintenant, le RTC, on dessine des précisions sur des bâtiments qui sont autour de 2-3 mm en précision d'assemblage. Donc ça veut dire que chaque point va être positionné en relatif à cette précision-là. Donc c'est quand même intéressant. Si je veux mesurer une largeur de porte, surtout après, c'est des largeurs qui sont normalisées. Là, je ne suis pas trop au courant des normes BIM, mais voilà, si c'est normalisé, vous êtes sûr de tomber sur la bonne dimension. Idem sur tout ce qui est. On en parlera plus tard. Je vous en parlerai un peu plus tard. Une petite question en ligne, Xavier. Est-on obligé d'avoir une tablette avec le BLK 360? Non. On peut travailler sans tablette. On peut travailler sans tablette avec tous les matériels. En fait, ça revient à dire qu'on n'a pas de contrôle sur le terrain de ce qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'on court le risque de ramener des données qui ne sont pas exploitables. Donc, la tablette, le principal intérêt de la tablette, c'est qu'elle va permettre de vérifier sur le terrain que ce qu'on fait, c'est exploitable. Donc, on ne quitte pas le terrain par hasard. On quitte parce qu'on est sûr qu'on est bon. Donc, c'est vrai que si vous avez une demi-heure de route pour aller sur le chantier et que vous avez ailleurs venir pour reprendre un scan qui vous manque, bah, ça vous fait 1 heure de déplacement, plus le scan, c'est de l'énergie et du chiffre d'affaires qui s'en va. Donc, voilà. Est-ce que le smartphone peut être suffisant? Le smartphone peut être suffisant si c'est un bon smartphone. Là aussi, il faut de la puissance. Et par contre, c'est moins confortable. C'est plus petit, donc c'est moins confortable. Donc, si je vous parle du scanner suivant, donc le 1. Donc, RTC 360, c'est le modèle qui est devant vous, là, que j'ai utilisé tout à l'heure pour vous montrer un peu la base des mesures d'angle. Donc, c'est un modèle qui est un petit peu plus lourd, il pèse 5 kg. Par contre, il est ultra rapide, c'est-à-dire qu'il mesure 2 millions de points par seconde, donc 2 millions de points plus les normales à chaque seconde, donc c'est quand même une machine de guerre. C'est le scanner le plus rapide au monde aujourd'hui. Donc, il a une imagerie HDR qui est intégrée. Alors oui, il y a ce qu'on appelle la résolution auto. En fait, la résolution des photos va être adaptative à la résolution du scan. Si votre scanner scanne en basse résolution, ce n'est pas utile d'avoir les photos en haute résolution. Du coup, ça vous permet, c'est programmable, hein, on peut très bien ne pas l'activer, mais si c'est activé, vous avez vos photos qui ont une résolution qui est comparable avec la résolution du nuage de points. Donc c'est un truc intéressant, comme ça on ne s'occupe pas de ce point-là. Donc les scans en DOM complet, donc les temps de scan c'est 1,26 avec photo en basse résolution et 2 minutes 40 de temps de scan avec photo en haute résolution. Le temps de photo c'est 1 minute de temps de photo. Donc si vous scannez sans photo, on a 26 secondes, donc basse résolution sans photo c'est 26 secondes et 40 secondes 1 minute 40 secondes en haute résolution. Donc les photos, quand elles sont faites, elles sont toujours HDR sur ce matériel. Il y a quand même pas mal de caractéristiques. Alors le truc intéressant, c'est ce qu'on appelle le VIS, donc c'est Visual Inertial System. En fait, c'est une chambre à inertie, plus un système de caméra pour acquérir des déplacements relatifs. Donc tout à l'heure, je vous ai dit comment on pourrait faire pour essayer de donner les moyens à l'assemblage nuage-nuage d'être convergent. Comment on peut faire, c'est de calculer la position relative d'un scan par rapport à l'autre.
Donc ça, c'est ce que fait ce scanner. Quand on le déplace, en fait, on a une chambre à inertie qui se marotte automatiquement. Et puis, je vais vous les montrer parce que c'est... Désolé pour le cadrage. En fait, la tête de scan, vous la voyez, hein, c'est cet objet qui tourne. Là, on a les caméras qui servent à faire les photographies, donc vers le bas, horizontale et vers le haut. Mais il y a 5 autres caméras, une qui est là, une ici, une là et une en haut. Vous voyez qu'elles englobent l'appareil. Et ces caméras, elles vont se mettre en route avec la chambre à inertie quand je vais commencer à bouger le matériel pour changer de position. Ces caméras, elles vont faire quoi? Elles vont acquérir automatiquement des points caractéristiques de l'espace, donc des angles, souvent des changements de lumière, donc des angles de tableau, des angles de pièces, des angles de table. Et par rapport au déplacement relatif de ces éléments, en fait, ce n'est pas eux qui bougent, c'est moi qui bouge. Mais par rapport au déplacement relatif de ces éléments, par rapport au scanner, il rétro-calcule en fait le déplacement. Donc en fait, c'est une assistance à la technique par chambre à inertie. Donc ça double en fait la précision de la position du scanner en temps réel. Donc en fait, on a cette possibilité jusqu'à 2 minutes, donc on peut se déplacer pendant 2 minutes avec cette possibilité d'acquisition de déplacement VIS. Et donc ça permet de positionner un scan par rapport à l'autre avec une précision qui est en général mieux que 10 cm. Du coup, après, ça va converger à mort quand on va lancer le calcul d'assemblage. Donc ça, c'est un moyen d'augmenter la précision. On a rajouté la technologie pour augmenter les calculs, la vitesse des calculs et augmenter la performance du système. Le point du scan, enfin, le scanner, il n'est pas géolocalisé lui-même? Alors non. Alors il y a un GPS quand même. Ça permet de la technologie, on en a mis plein. Donc il y a un GPS aussi, mais c'est un GPS type téléphone, quoi. C'est un GPS de positionnement qui va vous dire vous êtes à 10 mètres. En fait, le GPS, il va servir en extérieur. Il va aussi assister de la mesure du déplacement entre deux points. Il n'y a pas de positionnement GPS automatique avec ça. Voilà. Ça, on verra, on en parle un peu plus tard de comment on fait pour avoir la position absolue. C'est prévu. Facilement, vous avez déjà vu mon exposé. Hein, je vais vous poser des questions. Alors, les photos, elles sont forcément en couleur. C'est paramétrable noir et blanc en couleur. Il y a le choix, il n'y a pas le choix. Non, c'est couleur. C'est couleur tout le temps. Je ne crois pas qu'il n'y a pas noir et blanc. D'accord. En fait, si. Ouais, non, il n'y a que couleur. Alors, oui. Ouais, sur le scan précédent, je n'ai pas dit, mais la portée est autour de 60-70 mètres sur le BLK 360. Celui-ci porte à 130 mètres. Donc, on sent qu'on a un peu plus de puissance en termes de mesure de distance et la portée, plus la précision de la mesure de distance, va faire qu'on va avoir un scanner qui va être adapté à d'autres choses que le bâtiment, notamment tout ce qui va être génie civil, donc mesure d'ouvrage, et industriel, donc mesure dans une usine ou d'objets industriels. Ça va être un scanner qui pourra faire le boulot assez facilement, avec des précisions qui seront quand même supérieures. Là, on va chercher peut-être mieux que les 3-4 mm, on va peut-être chercher les 2 mm si on a de petites dimensions. Donc voilà, donc ça c'est un moyen de travailler un peu plus confortablement aussi, avec plus de compétences que juste du bâtiment. Et l'autre point aussi, c'est que donc la portée étant supérieure, si on a besoin de scanner un objet qui est assez vaste sans trop de précision, on va faire moins de positions de scan qu'avec un scan plus petit qu'il va falloir rapprocher à chaque fois de l'objet à mesurer. Donc voilà les petites différences. Alors le stockage des données sur ce matériel-là, c'est un stockage sur clé USB directement. Il n'y a pas de disque dur interne. On met une clé USB, on stocke dedans en standard et on récupère la clé pour récupérer les données. Donc c'est aussi simple que ça. Donc en termes de transfert, il n'y a pas d'échange Wi-Fi ou d'échange USB. C'est directement la clé qui contient les données. Ça, c'est quand même intéressant. Donc quand je dis les données, c'est toutes les données acquises par le scanner. Ça veut dire les images de points, les photos, assemblant panoramique, ce qu'on appelle des géotags. Donc les géotags, c'est une chose qu'on peut faire quand on travaille avec une tablette. On peut acquérir par photo sur la tablette des informations additionnelles. Par exemple, où sont les prises de courant, où est la sécurité incendie, où est la sécurité intrusion, où sont les clims, quel est le numéro de série de la clim. Enfin, on peut enregistrer ces informations-là, soit par photo, soit par film, soit par une note manuscrite, soit par un son. On peut aussi enregistrer un son si on préfère.
Et puis, le dernier truc, c'est on peut lier un fichier, on peut faire un lien URL aussi. Donc, ce qu'on appelle des géotags, c'est des informations additionnelles qui vont enrichir un peu la connaissance de l'objet qu'on est en train de scanner. Donc tout ça, c'est stocké dans la clé. Même si c'est fait avec la tablette, c'est transmis à la clé. Donc la liaison, en fait, j'ai pas dit, on verra tout à l'heure en démo, la liaison entre le scanner et la tablette, c'est de la liaison Wi-Fi. Donc, le dernier scan que je voulais vous présenter en vrai, c'est cet objet-là. Donc ça, c'est un scanner dynamique, donc Bell Katugo. Donc tout à l'heure, quelqu'un posait la question, est-ce qu'on a des appareils photo? Alors, en fait, oui, il y a une tête de scan qui est une tête LiDAR, donc ça mesure plus vite qu'une tête scanner standard. Et vous avez 3 appareils photo. Donc on en voit un sur le côté ici, il y en a un ici sur la face avant et un ici sur le côté, donc qui permettent de faire une acquisition de photos pour faire du panoramique. Donc la question, c'est pourquoi il n'y a pas de photo de ce côté-là? Pourquoi il n'y a pas d'appareil photo de ce côté-là? Parce que, en fait, je tiens l'appareil comme ça. Donc, si je passe mon temps à me photographier, le gain en termes de connaissance du site, il est nul. Du coup, il n'y a pas d'appareil photo. Et même, il y a une zone aveugle sur le scan, sur la tête LiDAR, il y a une zone aveugle sur la partie vers moi. En fait. Pour ne pas me scanner en permanence, ça ne servira à rien. J'aurais des données stockées dans le nuage de points qui ne serviraient à rien. En fait, il y a une zone aveugle sur le secteur arrière, un petit peu vers le haut. Et il n'y a pas de prise de vue vers moi, c'est logique. Bon, par contre, on ne scanne pas en tenant le scanner à l'envers, sinon c'est le mal. Ah, si vous faites ça en ma présence, je vais me moquer de vous. Donc voilà, et alors, ici, un appareil photo d'haute résolution qui permet de faire de l'acquisition de géotags, justement. Donc, j'ai besoin de photographier la porte ou la prise de courant, ou que sais-je, pendant mon déplacement, je peux m'arrêter pour faire une acquisition d'un objet par photo. Voilà. Donc, comment ça marche cet appareil? On a vu tout à l'heure, dans le principe, qu'on fait automatiquement plusieurs scans à la suite. Donc, cet appareil, il fait 10 scans par seconde. Il fait 10 acquisitions instantanées par seconde. Donc, ça carbure. Et il fait 2 panoramiques photos également par seconde. Donc, il fait des photos pour acquérir 2 panoramiques par seconde. Donc, tout ça, c'est traité en temps réel sur le terrain. Pendant qu'on est en train de scanner, qu'on se déplace, le matériel, il fait des calculs d'assemblage de tous les nuages qui succèdent. Donc là, il y a forcément des parties en commun, il y a même 90%, voire plus de parties en commun, donc c'est facile pour l'option partie en commun, on l'a forcément. Il y a une chambre à inertie, donc on va également avoir le déplacement unitaire entre 2 prises de scan. Donc avec ça, on va pouvoir faire l'assemblage automatiquement entre les nuages. Bon, il y a quand même une puissance de calcul importante dans le matériel. Donc, il y a un processeur qui est quand même assez puissant. Et il y a besoin aussi de ressources. Donc, des fois, quand le scanner n'est pas en situation favorable, il est en train de galérer dans son calcul, ça ne converge pas bien. Et il en a 10 qui arrivent par seconde, des scans, donc il ne faut pas qu'il perde de temps. Donc, du coup, on entend le ventilo qui commence à tourner. Donc, le ventilo qui tourne, ça veut dire ralentis mon copain, tu vas un peu trop vite pour moi. Donc, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Donc, voilà. Et donc, l'assemblage qui va se faire sur le nuage de points, en fait, on appelle ça le grand slam chez Leica. Donc, le grand slam, ça fait référence au grand chelem. C'est comme ça qu'on dit grand chelem en anglais. Donc, grand slam, en fait, c'est un slam qui est à la fois sur les photos et sur le nuage de points. Donc, en fait, le slam, c'est l'assemblage par comparaison de photos successives et de nuages de points successifs. Donc là, c'est pareil, il va y avoir 2 slams combinés en même temps qui vont permettre de gérer l'assemblage des nuages de points successifs. Donc ça, c'est un calcul qui est en effet assez puissant. Alors, par contre, la contrepartie de cette praticité de pouvoir mesurer en déplacement, c'est la portée. La portée, c'est 25 mètres. Moi, je dirais 20 mètres en pratique. Donc voilà, vous n'allez pas scanner sous un ouvrage, sous un pont de la route des Tamarins. Vous n'aurez pas la portée pour aller chercher la voûte. Si vous êtes, donc c'est vraiment quelque chose qui est adapté au bâtiment et ça ne va pas tellement sortir du bâtiment. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Si vous avez besoin de scanner un jardin, ce n'est pas l'outil approprié, parce que vous n'allez pas avoir, entre les éléments scannés successivement, vous allez avoir des arbres qui sont des choses un peu floues, on va dire, pas très faciles à utiliser. Ouais, enfin, pour préciser par rapport aux arbres, par exemple, si on scanne avec un scan statique des arbres, les feuilles, si c'est des arbres avec des feuilles, si c'est des arbres comme on voit ici beaucoup, entre 2 positions de scan,
les arbres ou les feuilles auront bougé. Du coup, si on fait un assemblage par méthode nuage-nuage avec des objets qui ont bougé, c'est pas simple. Du coup, voilà, le genre de complications qu'on a quand on scanne à l'extérieur avec des arbres, on a du mal à converger sur un calcul d'assemblage par méthode nuage-nuage. Donc c'est pour ça que lui, s'il y a des grands plans horizontaux ou verticaux, ou même des fenêtres, enfin, s'il a du bâtiment autour de lui, des structures techniques, ça va aller. Si on a rien de tout ça, si on a un grand plan horizontal avec rien, il ne saura pas calculer l'assemblage. Il n'y a pas d'éléments matériels pour faire l'assemblage successif. Donc voilà à peu près les choses. Puis on stocke sur une mémoire interne, bon, comme sur le BLK 360. Après, ce que je voulais vous dire par rapport à ces 3 scans que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Il y a des questions par rapport Vous précisez que c'est du LIDAR, celui-là. Est-ce Oui. que c'est pareil sur les autres? Non, c'est du scanner, c'est du laser. La différence? En fait, le LIDAR, il y a une meilleure vitesse d'acquisition en LIDAR. Donc, c'est ça, enfin, c'est un petit peu la différence. La technologie aujourd'hui, ça serait utiliser plutôt des LIDAR. Le LIDAR, ça coûte un peu plus cher. Donc, Les LIDAR, c'est un faisceau laser aussi? Oui, tout à fait. C'est un faisceau laser, mais en fait, là, il va être piloté avec il y a 2 moteurs. Si je vous montre tout à l'heure, il y a 2 moteurs. Il y a un moteur horizontal et un moteur vertical. Et donc du coup, on fait de l'acquisition par ce principe-là. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Tout à l'heure, tu parlais de précision relative des points entre eux. Sur chacun de ces 3 scans, c'est quoi l'ordre de grandeur du bruit qu'on peut avoir? C'est-à-dire une surface qui est complètement plane. Ouais, le bruit, ça dépend de la surface. Les points ne vont pas être dans le même plan. Quelle est l'épaisseur du... Ouais, le bruit, ça dépend de la surface. En effet, si tu as un matériau très réflectif, très brillant et sombre, le bruit va être plus important. Donc, en fait, typiquement, une carrosserie de voiture noire, voilà, ça, c'est le genre de truc que les scanners n'aiment pas. Il y a des scanners qui ne mesurent pas du tout ce genre d'objet. Mais en gros, le bruit va être important. Alors, si on mesure typiquement voilà, un mur comme ça, là, avec un revêtement, et c'est presque blanc, la couleur idéale, c'est le blanc, mais là, c'est presque blanc, on va dire c'est bleu super clair. Là, tu auras un bruit qui sera moins élevé. Et après, là, de combien le bruit, ça va dépendre un peu de la résolution, de la distance du scan. Parce que là, il y a un coefficient de précision en fait, lié à la distance. Plus tu mesures loin, moins tu es précis. Par exemple, en paramètres standard, Ouais. En gros, moi, sur des scans que j'ai exploités, j'ai des bruits qui peuvent descendre jusqu'à 2 mm. 2 mm de bruit quoi, sur un plan. Non, le RTC. Là, sur le deuxième en précision, ça serait le BLK 360. Je dirais 2 fois moins précis. Et le moins précis, c'est celui-ci. Qui serait, le bruit de mesure, typiquement, tu es autour de 4-5 mm. 4-5-6 mm. C'est-à-dire que tu positionnes ton mur à la moitié, quoi. Plus ou moins. Alors, ce qu'il faut voir en traitement sur des nuages de points, c'est qu'on a un nombre de données qui est très important. Du coup, les traitements, ils vont se faire pas mal par méthode statistique, on va dire. Alors, ça met un grand mot statistique. Si je fais un dessin dans AutoCAD, je ne suis pas statistique. Mais l'œil humain, il va faire une moyenne assez facilement pour dessiner le trait sur la moyenne en fait, des points. Après, il y a des logiciels qui font ça. Il y a des logiciels, on en parlera, qui font un dessin de ligne moyenne, de meilleure ligne moyenne, en fait, de meilleure ligne moyenne calculée sur l'ensemble des points qui sont visibles. Mais c'est vrai que le traitement, il se fait par statistique, en fait, pour avoir la précision finale et le dessin d'un résultat, il va se faire par méthode statistique. Ouais, à peu près, voilà, je dirais, en meilleure précision possible, on va être autour de 2 mm sur un bruit de mesure. Le bruit de mesure, on pourra le déterminer. Non, pas sur le terrain, malheureusement. Pas tout faire, mais on peut le déterminer au bureau, le bruit de mesure. On peut le calculer au bureau. Sur la partie thermique, oui. Alors, en fait, on a un client qui l'utilise pour des diagnostics, en fait, en bâtiment. Ouais. Je crois qu'il pourrait mettre sur les hôpitaux et il veut diagnostiquer, il veut savoir s'il y a des fuites de chaleur et il s'en sert. Alors après, je n'ai pas trop de détails, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre, si vous me laissez vos coordonnées, je peux vous mettre en relation avec.
Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, c'est des scanners nouveaux qui sont sortis. Donc, c'est des scanners autonomes. Donc, BLK to Fly, en fait, to fly, ça veut dire qui vole, enfin, à faire voler. BLK to Fly, en fait, c'est un drone volant avec une tête LiDAR qui sert principalement à faire de l'acquisition extérieure. C'est-à-dire que autant avec un scanner comme le BLK to Go, je peux faire les intérieurs facilement, je peux marcher sur les balcons, je peux faire les escaliers extérieurs, mais je ne pourrais pas avoir la façade, sauf à marcher assez loin, mais on a une portée qui est limitée à 20-25 mètres. Donc si vous avez 3 étages, ça va être un peu chaud le dernier étage. Du coup, il y a une solution d'un drone volant que vous allez pouvoir faire voler sur votre bâtiment. Il fera les externes, donc il fera également le toit, chose qu'on ne pourra pas faire, sauf accéder sur le toit avec un scanner manuel. Donc on pourra faire le toit, on pourra faire les extérieurs. Donc c'est un scanner qui sert en bâtiment principalement pour ce genre d'application. Donc le BLK Arc, c'est un scanner sur robot. Donc c'est un robot qui marche. Hein. C'est Boston Dynamics qui fait le robot. Enfin, il y a d'autres possibilités, mais le plus connu c'est Boston Dynamics. Donc c'est le chien spot. Et donc on installe une tête LiDAR sur le chien spot qui va ensuite être déplacé sur une trajectoire. Donc on programme la trajectoire et le robot se déplace et il fait une acquisition de scan dynamique pendant le déplacement. L'intérêt, c'est d'accéder à des zones qui sont dangereuses pour un être humain qui tiendrait le scan à la main. Donc, typiquement, un site d'accident dans une mine ou dans une carrière, il y a un éboulement, on va aller voir ce qui se passe. On a envie de faire des mesures aussi, on n'a pas envie d'envoyer quelqu'un prendre le risque. Ou alors, sur des sites industriels aussi, il peut y avoir un accident qui fait que le site est dangereux, intoxication possible par des fumées ou autre. Donc, on va envoyer un robot. Il y a également un moyen de faire de la surveillance de local. C'est-à-dire que si le local doit être vide de personnes et qu'on envoie un robot comme ça, il peut faire de la surveillance. Et il y a même moyen d'injecter dans les calculs des alarmes pour signaler des choses anormales. Donc, je vais vous montrer tout ça en vidéo, parce que je n'ai pas les appareils avec moi. Oui, c'est ça. Il y a une belle musique normalement, mais là, vous ne l'aurez pas, c'est pas très grave. J'envoie la tête LiDAR. Mais bien sûr, il y a les appareils photo qui. Ah, vous ne voyez pas? Ah, excusez-moi. Je suis désolé. Alors, hop, je vais. Ouais, parce qu'en fait, on va recommencer. En fait, ça bascule en double écran. Voilà. Alors, attendez, je vais revenir au début. Voilà, désolé, hein, merci. Donc, voilà, donc ça, c'est la tête LiDAR. On reconnaît, c'est la même que celle du BLK to Go. Il y a la prise de photo également. Là, cette fois-ci, c'est à 360 degrés. Il n'y a pas de zone aveugle. Et donc, c'est monté sur un drone volant. Donc, je crois qu'il y a les dimensions un peu plus loin. Je crois qu'il fait dans les 6 kilos, je crois. Je ne sais plus exactement. Ça t'intéresse, je dirais le poids exact. Donc, il est prévu qu'il soit commercialisé en France avec un parachute automatique. Je crois que c'est obligatoire au-delà d'un certain poids, je ne sais pas lequel. Mais... Et une fourchette de prix déjà. Ouais. Donc en fait, le système il est équipé également d'un système de détection d'obstacles. Donc si vous l'avez programmé pour faire un extérieur et qu'il manque de chance, il se trouve qu'il y a un fil électrique qui pend, ben, il va le détecter pour l'éviter et pas endommager le système. C'est purement autonome ou c'est piloté? Alors il y a un mode piloté et il y a un mode autonome. En gros, on programme. Je crois que ça se programme avec Google Earth, Google Maps, je ne sais plus, l'un des deux. Et donc, on programme le déplacement et après, on appuie sur Play. Et après, bon, s'il y a des obstacles, genre un échafaudage pas prévu, un fil électrique qui n'est pas visible. C'est l'algorithme qui reprend le dessus. Ouais, donc l'automatisme fait qu'il évite donc là, toutes les directions sont incluses dans les obstacles. Il y a au-dessus, en dessous, tous les côtés. Donc, on fera un petit point sur les prix à la fin. Si vous voulez. Si vous voulez l'acheter sans payer, ça va pas être. Alors, l'autre, j'espère que ça va démarrer au même endroit. Du coup, j'ai perdu.
Voilà, donc. En fait, voilà, donc là on retrouve ça c'est le BLK Arc. On retrouve le robot Spot. Enfin, il est assez connu parce que pas mal de temps qu'il a été développé. Au début, il était en mode démo. Maintenant, il est commercialisé. Et donc dessus, il y a une tête lidar pareil avec 3 appareils photo pour la prise de panoramique. Et puis, le programme, il se déplace. Donc là, le site, c'est un peu bidon, hein, c'est pour jouer la démo. Mais en fait, en vrai, c'est des sites industriels ou des sites particuliers. Enfin, on ne scanne pas, on va dire, une cité ou un collège avec ce genre d'outils. Ça n'a aucun intérêt. Ce serait même dangereux pour eux. Donc là, par contre, le prix, je ne l'ai pas. Enfin, je crois que j'ai le prix. Mais le robot n'est pas inclus. Je crois que le budget, c'est le robot principalement. C'est plus le robot que l'équipement Belcato. Voilà, bon. Voilà, là, on voit vraiment plus un site industriel. Là, typiquement, on est sur quelque chose qui ressemble à l'utilisation standard. Voilà, avec une coursive, on parcourt la coursive pour avoir les positions. Donc voilà en gros ce que je voulais vous présenter en termes de matériel. Je suis en retard. Après, si vous voulez, on peut faire la revue des solutions logicielles. Là, ça va aller un peu plus vite, il n'y en a pas autant. Donc en logiciel, en fait, le principal logiciel qu'on va utiliser pour les traitements s'appelle Register 360. Donc c'est un programme qui fait de l'assemblage au départ. Sa mission principale, c'est de faire de l'assemblage. Donc il va assembler les nuages de points. On a vu que c'est des nuages qui sont indépendants. On va faire de l'assemblage des nuages. Alors bien sûr, on fait les imports, ça c'est logique. On fait les imports de données, les assemblages. Il y a encore la méthode cible. Donc si vous avez utilisé les cibles sur le terrain, on peut en tenir compte pour les assemblages qu'on fait dans ce programme-là. Ensuite, on fait l'optimisation de la géométrie. L'optimisation de la géométrie, c'est si j'ai des données en trop. Donc en gros, j'ai des assemblages. En fait, j'ai fait 4 scans et j'ai fait des assemblages 2 par 2. Donc, on voit bien qu'on a des données en trop, on va dire. Parce que si on avait juste 3 assemblages, ça suffirait. Mais là, j'ai 4 assemblages sur 4 scans. Donc ça va faire des données qui sont surnuméraires. Du coup, l'optimisation, ça va calculer par moindre carré les positions optimales des 4 scans les uns par rapport aux autres. On peut aussi inclure les diagonales. Enfin, voilà, dans les assemblages, on peut absolument mettre ce qu'on veut dans la mesure où le calcul il se fait. Si le calcul ne se fait pas, s'il n'est pas convergent, si on n'a pas assez de données en commun, il n'y aura pas de calcul d'assemblage. L'optimisation, c'est un élément important parce que ça permet d'avoir une géométrie qui va être la plus juste possible par rapport à tout ce que vous avez scanné. Toutes les parties communes vont être utilisées, c'est assez puissant. Et cet assemblage, cette optimisation de géométrie, elle peut se faire plus ou moins en semi-automatique. Donc, on ne va pas faire les assemblages 2 par 2. Si on a 200 scans, ça va prendre du temps. Donc, on peut faire en semi-automatique et puis après, on peut compléter ce qui n'a pas été fait en automatique. Également, on peut évaluer la précision. Donc, tout à l'heure, tu demandais le bruit de mesure. Donc, ça, typiquement, on peut le trouver dans Register 360. On peut aller vérifier le bruit de mesure partout sur son acquisition. On peut aller vérifier le bruit de mesure. On peut vérifier que les scans sont bien placés les uns par rapport aux autres, qu'il n'y a pas d'erreur. Ce genre de choses. Typiquement, si vous scannez une vitrine de magasin, nous, on a ça à notre magasin, on a une vitrine. Si on scanne à travers une vitre, le scanner il va être dévié 2 fois sur un simple vitrage. En fait, il va être dévié à l'entrée dans le verre et à la sortie du verre. Donc, ça, c'est de l'optique. Hein. Donc, si vous avez un double vitrage, ça va être dévié plusieurs fois. Et donc, si vous scannez à travers une vitre, vous aurez un déplacement des objets derrière la vitre. Et ça, on peut le voir avec le programme. On peut aller zoomer pour voir qu'il y a un des nuages de points qui n'est pas la même position que l'autre. Malgré l'optimisation, on n'arrive pas à les faire superposer. C'est normal, la position n'est pas bonne. Donc là, en toute rigueur, il faudrait nettoyer le nuage de points pour enlever le nuage qui est mesuré à travers la vitre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir, une maîtrise à ce niveau-là. C'est assez puissant. Alors, on peut aussi faire le géoréférencement. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure. Donc le géoréférencement, ça veut dire que je vais positionner mon site vraiment tel qu'il est sur le terrain. Pas forcément intéressant pour tout, mais par exemple pour un bâtiment,
Si je veux avoir l'orientation au soleil ou des informations type éclairage, ça peut être intéressant de le géolocaliser, d'avoir sa position et donc forcément son orientation par rapport au nœud. Donc ça, on peut le faire, la géolocalisation. Alors là, quand je dis géolocalisation, c'est la géolocalisation absolue de mon objet avec les coordonnées telles qu'utilisées par l'IGN, les cartes qu'on utilisait le week-end en rando. C'est la même position, c'est les mêmes coordonnées que ce système-là. On peut aussi faire du nettoyage de nuages de points. Donc, le nettoyage du nuage de points, c'est forcément ce qu'on a aperçu tout à l'heure, c'est enlever des choses qui ne sont pas mesurées avec, on va dire, qu'on n'a pas envie d'avoir sur le nuage final. Donc, typiquement, voilà, on a scanné les pales et ça fait des traits un peu pas beaux. Ou on a scanné un personnage, on a scanné une voiture. Donc, des choses comme ça qu'on peut éliminer du nuage de points. Ou des choses trop loin qui ne nous intéressent pas, on peut nettoyer le nuage de points. Et donc, en finale, on fera les exports. Donc, c'est là que moi, je ne suis pas dans le BIM, je ne peux pas vous exporter un objet puis pour mettre dans Revit. Ça, on ne sait pas encore faire. Par contre, on peut exporter un nuage de points. Ensuite, on va importer dans Revit pour le traiter en restitution tel que construit. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, un livrable. C'est un nuage de points dans différents formats utilisés dans les logiciels classiques du marché. Donc, ça va être du E57, ça va être du RCP Recap, ça va être des formats comme ça. On pourra ensuite récupérer dans tous les logiciels classiques du marché. Donc, voilà en gros le fonctionnement, enfin les fonctions du logiciel Régisseur 360. C'est un gros logiciel, hein, c'est quelque chose d'assez puissant et ça manipule beaucoup de données, donc il faut un ordinateur en fonction. Si vous avez des petits scans, si vous avez des sites avec 30-40 scans, vous avez un ordinateur, on va dire un gamer comme mon portable, ça va. Et si vous avez besoin de manipuler des sentiers avec 200-300 scans, là, il faut un ordi dédié, une station de travail avec beaucoup de mémoire, un processeur puissant, une carte graphique. Enfin, voilà, il faut mettre des moyens dans le matériel aussi pour le traitement. Donc, deuxième logiciel dont je vais vous parler, c'est la famille CloudWorks. Donc, toujours avec Géosystème, hein, CloudWorks, c'est un plugin, enfin, c'est une extension qu'on rajoute dans les logiciels principaux en DAO. Donc, ça va être AutoCAD, ça va être Revit, ça va être Navisworks, ça va être SolidWorks de chez Dassault, ça va être MicroStation. Et aussi BricsCAD, je pense que vous ne connaissez pas BricsCAD, c'est un AutoCAD-like, c'est un clone d'AutoCAD qui est développé par une boîte qui a été rachetée par le groupe Leica. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà, mais par rapport à AutoCAD, ça coûte je crois 250 € en souscription annuelle et ça doit être dans les 700 € en achat définitif. Donc, par rapport à AutoCAD, c'est un budget qui est un peu différent. Voilà, donc ça c'est pour la présentation rapide. Alors après, ce que fait le plugin, en fait, il va permettre d'optimiser des fonctions qu'on a déjà dans AutoCAD, on va dire, mais de les optimiser par rapport à l'existant. Donc typiquement, faire un SCU, un système de coordonnées utilisateur. Avec AutoCAD, j'ai des méthodes liées à AutoCAD. Là, je peux cliquer sur un nuage de points. Je vais cliquer sur un coin du nuage de points. La fonction va scanner, va regarder les points voisins, voir si elle trouve une surface, et utiliser cette surface comme définition du SCU. Donc, vous pouvez scanner comme ça une surface et sol, deux points sur un mur. Donc, on peut définir comme ça des SCU. En simple clic, on définit le SCU. Ce n'est pas compliqué comme dans AutoCAD. Il y a des commandes également permettant de faire des boîtes de limites. Donc, on va se concentrer sur un secteur rectangulaire, on va dire. Ou alors faire des coupes dans le nuage de points sur les trois axes. Donc typiquement, si je veux avoir la forme de j'ai scanné cette pièce-là, je veux avoir la forme de ma pièce. Je vais faire une tranche dans mon nuage de points, une tranche selon l'axe Z, une tranche horizontale, et j'aurai la forme de ma pièce. Alors, je peux monter facilement la couche ou la descendre pour être à la bonne hauteur. Donc je vais être ici en dessous des fenêtres ou là-bas au-dessus de la porte. Avec un simple clic, je vais monter ou descendre ma tranche dans le nuage de points. C'est des commandes qu'on n'a pas dans AutoCAD. Également, il y a des commandes permettant de faire du dessin semi-automatique, voire automatique, de polyligne par la méthode de la meilleure droite moyenne. Ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Là, c'est vous qui allez cliquer un point dans la coupe. Et le logiciel, il va analyser tous les points alignés pour faire la meilleure droite moyenne qui passe par tous ces points. Donc, ça vous évite de tirer la langue pour faire une moyenne à l'œil, un petit peu comme ça, au pif. On peut le faire aussi, hein, mais
Voilà. Là, c'est intégré en mode mathématique, on va dire, ça automatique, ça mathématise le dessin de la meilleure boîte moyenne. Donc voilà, après, il y a des modélisations automatiques de tuyaux, de sections acier. C'est là tout à l'heure quand on parlait de dimensions, bah oui, on peut introduire des bibliothèques de sections acier et demander à ce que le logiciel pioche dans la bibliothèque pour mettre la dimension correspondante. Donc, il n'y aura pas une dimension qui sera prise au hasard par rapport au nuage de pointe. Ça sera vraiment prise dans la bibliothèque. Donc ça, c'est intéressant, d'après ce que j'ai compris, par rapport à des sections acier avec de l'enduit. Vous avez de l'épaisseur rajoutée et vous avez vraiment envie d'avoir la bonne dimension de section acier telle que construite au départ. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Également, il y a des fonctions d'interférence. Donc, ce qu'on appelle interférence, c'est on dit clash. Des fois, les gens connaissent aussi par clash, anti-clash. En fait, c'est pour vérifier, comme si vous avez fait un projet de canalisation, vérifier par rapport au nuage de pointe s'il n'y a pas de contact ou carrément de chevauchement de votre projet par rapport à l'existant. Donc, si par exemple, vous avez une canalisation projetée qui traverse l'existant dans le nuage de pointe, vous aurez matérialisé en rouge les points qui posent problème. À ce moment-là, vous allez redimensionner votre tuyauterie pour qu'elle ne touche pas à ce niveau-là. Ça permet de vérifier, avant de lancer la production des éléments, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de contact entre votre projet et l'existant. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur CloudWorks. S'il y a des questions. Après, si vous avez des questions plus tard, il n'y a pas de problème. Même après la journée, je vous laisserai mes coordonnées. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer comment ça fonctionne en vrai. Donc là, le scanner, il est alimenté par des batteries. Hein. Et donc ici, on a la petite clé USB qui est là. Moi, je stocke 256 gigas de la clé USB. Et donc, on allume avec le bouton on-off, comme normalement. Donc là, je vais piloter avec un iPad. Je vais essayer de vous montrer à l'écran. Alors, du coup, comment ça va se passer? Donc en fait, une fois que le scanner est démarré, il va être visible. Oui, visible. Si c'est un peu. Ça bouge un peu. Il va être visible sous la forme d'un spot Wi-Fi. Donc là, il s'appelle 27360 avec le numéro de série à côté. Donc là, automatiquement, la tablette s'est reliée en Wi-Fi au scan. Là, je vais utiliser une application qui s'appelle Fil 360, dans laquelle je vais créer un nouveau projet avec le petit bouton plus en bas. Je vais l'appeler Club Beam. Ça vibre un peu, j'ai l'impression, l'affichage. On peut faire une photo pour matérialiser, pour mémoriser l'objet, on peut faire une photo. Et donc, une fois qu'on a le projet, on peut rentrer dedans. Donc là, en fait, ici, c'est la zone de pilotage de mon chantier. Donc là, je vais pouvoir acquérir mes scans et les assembler on appelle un pré-assemblage. Ce ne sera pas un vrai assemblage qu'on pourra faire avec l'application bureau. Et je pourrais faire un pré-assemblage. Donc en fait, en bas, il y a 3 boutons rouges là qui permettent d'accéder aux fonctions. Donc celui de gauche, c'est l'accès au scan. Donc là, ici, je vais indiquer comment s'appelle mon scan. Là, il s'appelle scan 01, mais je peux même l'appeler plateforme AB22. Je peux l'appeler toilette du premier étage, mettre le nom. Et donc ici, le premier bouton gris là en bas, c'est l'accès au
c'est l'accès au... Ouais, je crois qu'il y a un problème de contact. Hein. Il y a pas de... Je vais tenir. Donc en fait, c'est l'accès à la résolution de scan. Donc, on a 3 résolutions en fait ici, donc c'est les résolutions de 3, 6 et 12 mm. Donc là, je vais prendre la résolution la plus basse. Donc là, on a le choix de faire des photos ici ou pas. Double scan, c'est la possibilité de scanner le même endroit 2 fois pour enlever automatiquement les objets qui sont en mouvement. Donc si une personne s'est déplacée, qu'on a scanné 2 fois, on la détecte et on l'enlève automatiquement. Et donc le 4e icône en bas, là, le petit zigzag, c'est le système VIS, c'est le système automatique d'enregistrement des déplacements. Donc là, je ne vais pas faire de photo. Aussi, je vais faire une photo, on va laisser une 26. Donc là, on a le temps de mesure qui apparaît. Et là, je lance le scan avec la flèche. Donc là, la tête de scan se met à tourner. En même temps, ça tourne. Voilà, donc là, c'est parti pour le scan. Donc là, ça va durer à peu près 26 secondes. Donc, on ne va pas apparaître le scan en temps réel. Là, si vous attendiez à ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, tout à fait en bas de l'écran, il y a un petit curseur qui avance là, qui donne le temps en fait, qui reste à traiter. Comme disait Lucas, il fait 180 degrés seulement le scan, parce qu'il scanne sur un plan vertical. Donc le plan vertical il tourne 180 degrés, on a parcouru les 360. Donc c'est normal qu'il ne fasse pas 362. Donc maintenant, il fait les photos. Donc il va faire une photo tous les 30 degrés pour l'acquisition. Donc il y a 3 appareils, donc il y a 3 photos. Je crois que c'est mieux quand je le prends pas en fait. Hein. Donc là, on voit en bas le petit bar graphe qui progresse là. Quand il sera arrivé là, c'est qu'on a fini. Vous voyez, en termes de temps d'acquisition, s'il manque un scan, on ne se pose pas la question, quoi. Donc c'est un nouveau. Donc, quand le scan est fini complètement, en fait, on va recevoir les données. Voilà, donc on reçoit le nuage de points. Donc, je peux l'orienter, si ça m'arrange, de le préorienter, on va dire, pour avoir des coordonnées plus ou moins parallèles à mes murs. Pas obligatoire, mais on peut le faire. Une fois qu'on a ça, je peux venir avoir la photo panoramique. Donc là, c'est du HDR, donc du coup, ça règle automatiquement la luminosité. Donc, on voit que ça s'est un peu éclairci. Quand je vais continuer de tourner, là, on voit l'écran. Vous voyez, automatiquement, ça s'est assombri. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. Ça s'est assombri par le fait que l'HDR... Là, si je vais vers le bas, on voit que ça s'éclaircit automatiquement. Ça, c'est l'HDR qui fait ce traitement. Donc, on a le nuage de points en 3D également. Donc là, c'est la résolution la plus basse. Sachant que, oui, dans l'option RTS 360 et avec la tablette, l'appareil n'envoie pas toutes ces données. Dans la tablette, ça serait trop volumineux à transférer, donc il envoie à peu près une donnée sur 10. Donc là, j'ai 1 point sur 10 seulement. Donc, tout ça, c'est pour optimiser les temps. Si j'arrive à assembler les nuages de points avec 1 point sur 10, ça va forcément marcher avec 10 points sur 10. Donc là, il y a une petite chose que vous voyez peut-être, maintenant que je vous le dis, vous allez le voir, c'est qu'il y a un petit pulse blanc là, sur le rond bleu, il y a un petit pulse blanc, vous le voyez. Le petit pulse, là, le rond est rouge, c'est la position du scan, et le petit pulse blanc, vous voyez, ça bouge. Donc ça, c'est la position du scan en temps réel. Donc là, avec le système VIS, il va y avoir un suivi automatique du déplacement du scan. Donc là, en fait, je vais déplacer le scanner. Donc la chambre à inertie plus les caméras vont se mettre en route. En fait, là, on voit, il y a un petit trait vert là, ici, qui veut dire qu'il est prêt à bouger. Et là, quand je vais bouger, ben là, le système se met en route. Donc là, vous voyez le petit pulse blanc qui se déplace en temps réel. Donc là, je peux rester au centre de la pièce, par exemple. Là, c'est le système chambre à inertie, plus les caméras, les 5 caméras. Donc là, le positionnement, il est bon à 10 cm, hein, le déplacement est tout petit. Donc et là, je vais lancer un deuxième scan. On va lancer le même, hein, le scan 02. Donc,
Donc, vous allez voir que le nuage de points final qu'on va obtenir, ben, il va être positionné pratiquement au bon endroit. Donc, je vais le déplacer un petit peu exprès pour que vous voyez les possibilités, mais donc, ça permet cette technologie de ne pas avoir à déplacer le scan à la main. Donc, ceux qui manipulent des scanners qui n'ont pas cette possibilité-là, après chaque scan, il faut déplacer le scan, le faire tourner pour le mettre au bon endroit. Comme ça, si vous allez travailler avec un BLK 360, c'est le cas. Donc là, on n'a plus à faire cette opération-là, sauf après la pause déjeuner, on a éteint le scanner, on le rallume. Là, forcément, il ne se souvient pas du déplacement. Donc ça, c'est le gros avantage du scan RT360, c'est qu'il va vous donner une position relative automatiquement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors la limite, c'est 2 minutes. C'est-à-dire si vous avez un déplacement qui dure plus de 2 minutes, là, vous allez avoir un message à l'écran qui vous dit qu'il est plus capable d'avoir la position relative. Bon, 2 minutes, c'est quand même un gros déplacement. Hein. D'ailleurs, si vous réussissez 2 minutes, la précision, ça ne sera pas 10 cm, ça sera certainement un peu moins bon que 10 cm. Là, il est en train de faire les photos, donc on entend le bruit de la tête de scan parce que ça tourne très très vite. Pour mesurer 2 millions de points par seconde, il faut vraiment une vitesse de rotation. Voilà, donc là, on va recevoir le... Voilà. Donc là, on a l'impression que ça n'a rien passé, en fait. On a l'impression que ça n'a rien passé, mais on a reçu le deuxième scan. Donc, pour vous montrer le deuxième scan, je le sélectionne ici et je le déplace pour vous montrer... je ne sais pas si vous voyez, en bleu, c'est le deuxième scan, et en blanc, c'est le premier. Donc, il était au bon endroit, quoi. Moi, je l'ai déplacé exprès. Le bon endroit et la bonne rotation. Hein. Là, je suis en train de le faire... reculer un petit peu. Je suis en train de le faire tourner, mais vous voyez qu'en fait, au départ, il était à la bonne position. Je vais le remettre au bon endroit. Donc là, ici, les deux nuages de points ils sont positionnés l'un par rapport à l'autre, à peu près, hein, à 10 cm près. Maintenant, je peux lancer ce qu'on appelle un assemblage. Donc, c'est le troisième bouton rouge, là, avec un petit lien. Donc, je vais faire un assemblage entre ces deux scans. Donc là, on a en couleur les deux scans. Donc là, encore une fois, on peut voir un peu. Donc là, bon, je fais exprès de le bouger pour vous montrer. Donc là, ici, je vais lancer avec le bouton optimiser. Donc, optimiser, c'est le calcul de l'assemblage par méthode nuage-nuage. Donc, il va comparer les points, les normales. Donc, il va estimer les orientations pour qu'elles soient similaires partout. Et donc, comme ça, il permet de faire un calcul qui est là et qui est réalisé. Donc, ce calcul il est matérialisé par un trait bleu dans le travail. Je sais que là, j'ai fait un assemblage. Donc, on peut comme ça continuer. Je pourrais sortir dehors, faire mon relevé de l'extérieur, toutes les pièces alentour pour carrément faire un relevé du bâtiment. En effet, là, le fait que j'assemble les deux éléments, les deux scans, c'est parce que j'ai des parties en commun. Si je prends mon scanner et que je vais dans une pièce de l'autre côté là-bas derrière, il n'y aura pas d'assemblage possible. Il n'y a pas de partie commune. Donc, il faudra cheminer. On va cheminer par l'extérieur en passant par la porte jusqu'à la pièce qui m'intéresse en pièce voisine. Donc, ça, cette notion de scanner, de faire des scans les uns à la suite des autres avec des parties communes, il faut bien comprendre, mais c'est à peu près cohérent quand on connaît la photogrammétrie. On va passer à l'autre présentation si tu veux. Ouais, ça roule. On va faire le maître du temps. Ça roule. Bon, merci de votre attention. Et après, si vous avez des questions. Au niveau du coût, parce qu'on n'a pas parlé. Ah oui, alors au niveau du coût. Matériel et. Alors, au niveau du coût, pour avoir un aperçu des coûts, tout à l'heure, Lucas parlait de 50 000 € comme coût. C'est un peu moins élevé que ça pour certains produits. Par exemple, le BLK 360 qui coûte dans les 20 000 €. 25 000 avec le logiciel, on va dire. Pour un équipement complet, si vous n'avez rien, c'est 25 000 € avec le logiciel. Le RT 360 qui est là-bas au fond, actuellement, il est autour de 45 000 € avec le logiciel. Et le BLK Togo, c'est à peu près 55 000 € avec le logiciel. Et le logiciel seul? Parce que nous, on a un BLK avec Recap Pro, que vous avez abandonné. Alors, Recap, ce n'est pas un logiciel d'assemblage. Oui, non. Enfin, oui. Alors si, mais. Recap, c'est en fait, oui, mais vous n'aurez pas le traitement des nuages de points Leica. Bon, alors là, vous avez besoin de la base register juste pour faire l'import et l'export 57, si vous voulez. Mais honnêtement, entre Register 360 et Recap,
En termes de précision et on va dire, d'homogénéité en géométrie, en un cas, il n'y a pas tellement de contrôle de géométrie. Vous avez des contrôles visuels, mais pas des contrôles, par exemple, d'optimisation d'assemblage. Vous n'avez pas les contrôles de bilan final de ça. Vous avez juste un bref tableau assez simple. Alors que dans Registrar, il y a des productions de rapports d'assemblage très complets, avec toutes les statistiques, tous les écarts. Donc, c'est voilà. Mais c'est vrai que vous n'aurez pas dans le récap la fonction d'import des données Leica. Il faudra quand même le logiciel Registrar 360. Moi, je disais dans les 5 000 €, c'est assez complet avec le logiciel Registrar et le plugin. Mais après, il y a moyen d'avoir en souscription annuelle. Hein, ça coûte dans les 350 €, je crois, juste pour un an. J'ai donné tous les prix, non? Le Cat2Play, je crois qu'il est autour de 55 000 aussi. Mais le prix va certainement évoluer parce que pour l'instant, c'est le prix de vente, on va dire, sorti de la Suisse, fabriqué en Suisse. Mais il n'y a pas l'intégration du parachute encore. Donc c'est attendu pour le troisième trimestre, à partir du mois de juin. Voilà à peu près. Si vous avez des questions, on peut en reparler plus tard. Merci de votre attention.